Alors, bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. En attendant l'arrivée des autres, on va quand même commencer notre séance de formation, la troisième séance dans la gestion des déchets solides. Bien sûr, on est arrivé maintenant aux techniques de valorisation et d'élimination. Ça sera notre dernière séance dans ce module et pour demain, on va commencer directement le traitement des eaux usées. Alors, on va voir dans cette séance, donc ça va être un petit peu une formation technique. Quand je dis une formation technique, ça veut dire qu'on va voir un peu de la technique. Ce n'est pas de la gestion, mais on va essayer de comprendre comment la mise en décharge contrôlée est faite. Ça veut dire quelles sont les techniques de mise en décharge contrôlée, quelles sont les techniques et les procédés de l'incinération contrôlée, le compostage et la biométhanisation. Ce sont en fait les méthodes de valorisation et d'élimination les plus répandues et les plus connues. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules méthodes qui existent, mais c'est la base. Il faut connaître déjà voilà, ces premières méthodes et par la suite, ça va vous permettre d'élargir aussi vos connaissances en termes de la valorisation. La technologie de la valorisation, elle est toujours en évolution, mais il y a toujours des principes qui sont basiques. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je ne vais pas aborder le recyclage parce que le recyclage, ce n'est pas une seule discipline. Donc, quand je parle de recyclage de plastique, ce n'est pas le recyclage des métaux, ce n'est pas le recyclage du papier, et ça dépend aussi donc de la technique utilisée, notamment pour le domaine plastique. Les techniques de recyclage se diffèrent selon la nature du plastique, selon aussi qu'est-ce qu'on cherche à faire et selon la technologie mise en œuvre. Donc vraiment, c'est un domaine qui nécessite des formations qui sont spécialisées. Ça veut dire, je peux dire formation recyclage papier pour faire un produit donné, recyclage plastique pour concevoir un produit donné et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler du recyclage comme ça d'une façon qui est générale. La troisième remarque, c'est que bien que en fait, l'explication de la technique va aborder quelques notions en termes, par exemple, de la biologie, mais on ne va pas vraiment entrer dans les détails. Ce qui nous intéresse, ce sont les procédés, parce que sinon, on va faire un cours de bio et ça va être très ennuyeux. Ce ne sera pas vraiment une formation, ce sera un cours universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? La mise en décharge contrôlée d'abord, l'incinération, puis le compostage et la biométhanisation. Je vais commencer par la mise en décharge contrôlée. Maintenant, les déchets que vous avez en entreprise, vous avez décidé de les confier tout simplement à un site d'enfouissement technique des déchets, ça veut dire une mise en décharge contrôlée. D'ailleurs, la mise en décharge contrôlée, c'est une solution alternative pour éviter toutes les nuisances en relation avec les décharges sauvages. Donc, je dis une décharge sauvage, ça veut dire qu'il y a toujours des risques environnementaux, des risques de sécurité, donc on favorise l'incendie et tout ça. Et aussi, c'est le côté occupation du sol, encombrement, nuisance et ainsi de suite. Alors, comme solution, pour éviter les impacts sur la santé humaine, les pathologies et les maladies, pour éviter les vecteurs nuisibles et aussi les mauvaises odeurs, pour éviter l'impact sur l'environnement qui va avoir donc, un effet négatif sur la qualité de l'air, qui va altérer la qualité de l'air du sol et du paysage, ainsi que les eaux souterraines par infiltration, on doit faire une décharge contrôlée. Ça veut dire que l'être humain contrôle afin de protéger au maximum l'environnement. Déjà, c'est une solution en termes d'occupation de sol et en termes de volume. Parce que nous avons parlé la séance d'hier que l'objectif, ce n'est pas uniquement de réduire la nocivité des déchets et de réduire les impacts, mais aussi réduire cet effet négatif lié à l'occupation du sol et aussi lié donc, à l'encombrement, donc en relation avec le volume. La décharge contrôlée, elle aide à optimiser le sol, ou bien plutôt à optimiser l'espace, pardon, et à dégrader la matière, donc à dégrader les déchets et à réduire à cet effet leur volume occupé. Alors, quand je dis la décharge contrôlée,
je dis un site d'enfouissement technique des déchets, c'est une zone tout simplement utilisée pour l'évacuation contrôlée des déchets. Il y a un contrôle avant déjà la réalisation de la décharge, il faut faire une réhabilitation initiale du site. Avant la réhabilitation initiale, il faut faire déjà une étude d'impact environnemental pour une décharge contrôlée. Je pense que dans le kit que je vous ai déjà communiqué pour le module étude d'impact, vous avez déjà dedans un exemple d'étude d'impact en relation avec un site d'enfouissement technique. Voilà. Pour l'évacuation des déchets, donc vous avez une zone utilisée pour l'évacuation des déchets. On contrôle d'abord l'étape avant mise en décharge, ça veut dire on doit faire une réhabilitation du lieu, donc réhabilitation initiale, pour voir en quoi consiste cette réhabilitation. Durant aussi l'exploitation, on fait un contrôle et vers la fin de vie, ça veut dire l'étape fermeture de ce projet, on doit aussi faire un contrôle post-fermeture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cycle de vie d'une décharge contrôlée, ça commence avec le choix du lieu d'enfouissement. Donc, le choix du lieu d'enfouissement, ça ne se fait pas aléatoirement. Donc, pour choisir un lieu d'insertion pour ce projet, un lieu convenable pour faire l'enfouissement des déchets, comme j'ai dit, il faut faire des études d'impact, une étude d'impact sur l'environnement, il faut faire une étude hydrogéologique dans le cadre de cette étude d'impact pour choisir un lieu qui est suffisamment éloigné déjà de la population et suffisamment éloigné de la nappe phréatique et toutes ressources d'eau. Donc, pour protéger les personnes et pour protéger aussi la qualité de l'eau. Alors, il faut choisir le lieu d'enfouissement, aménager initialement le site. Donc là, je pars de la protection de l'environnement à travers la réhabilitation initiale du site. On va voir, comme j'ai dit, en quoi consiste cette réhabilitation. Par la suite, on passe à la phase exploitation et contrôle. Ça veut dire que je commence à mettre les déchets. Donc maintenant, on n'est pas le générateur, on est maintenant du côté exploitant. Ça veut dire que c'est nous qui exploitons les déchets. C'est nous la destination finale des déchets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter ces décharges contrôlées, on va faire l'enfouissement technique des déchets. À un certain moment, le sol va être saturé. Ça veut dire qu'on ne peut plus stocker des déchets au sein de ce site. Il faut tout simplement faire la fermeture et bien sûr faire un contrôle post-fermeture parce que même si on va faire une réhabilitation de ce site après utilisation, donc on peut toujours faire couvrir les déchets stockés par du sol et par la suite utiliser ça comme étant voilà, un lieu vert. Donc on peut toujours ouvrir ou bien plutôt implémenter des arbres, de la végétation pour réintégrer en fait ce site dans l'environnement et dans le paysage naturel. Sauf qu'il faut toujours faire un contrôle parce qu'on va voir qu'il y a l'émission des gaz et ces gaz, ce sont des gaz qui sont en fait qui ont un pouvoir calorifique, ça veut dire ça favorise les risques d'incendie et d'explosion. Donc, il faut toujours contrôler les décharges contrôlées, même après leur fermeture. Voilà donc de quoi je parle. Ça, c'est la réhabilitation initiale d'une décharge contrôlée. On va voir en quoi consiste en fait cette réhabilitation. Mais d'abord, il faut comprendre quel est le principe de la mise en décharge. Ça veut dire quelle est la technique utilisée pour faire l'enfouissement technique des déchets. Alors, on va imaginer que nous avons une digue. C'est là où on va stocker les déchets. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On va commencer par le compactage des déchets. Donc, je commence la première couche. Je dois compacter, ça veut dire on fait passer les véhicules qui sont lourds pour compacter les déchets suffisamment. Normalement, là, les déchets ou bien voilà, donc les dépôts ils doivent être suffisamment compactés. Pourquoi ce compactage? Alors d'abord, c'est question de volume. Lorsqu'on compacte les déchets, ça veut dire qu'on optimise le volume et la décharge, il peut toujours réceptionner d'autres quantités supplémentaires de déchets. Alors là, je fais le compactage pour ça et je fais aussi le compactage pour éliminer les vides.
parce qu'on va faire une fermentation. Donc, il faut éliminer ces vides pour éviter les risques d'incendie. Là où il y a l'oxygène, il y a un gaz calorifique qui peut embraser le feu. Euh, si jamais il y a une étincelle ou bien une flamme externe, on va avoir un risque d'incendie ou bien d'explosion. Donc, pour éviter ça, on va compacter par des véhicules qui sont lourds suffisamment afin d'éviter les vides entre les couches de déchets. Alors, on va faire ces couches de déchets. Ce sont des couches de déchets compactées. Et par la suite, donc vers la fermeture, vers la fin de vie de la décharge contrôlée, on va mettre de la terre et de la végétation, comme j'ai dit, pour réintégrer le lieu ou bien le site d'enfouissement dans le paysage naturel. Alors, la mise en décharge technique, bien que c'est une réponse en fait à plusieurs impacts négatifs, ça veut dire ça, il va corriger des impacts, mais elle aussi, il aura des impacts résiduaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de sortie. D'entrée d'abord, vous avez de l'eau de pluie, des eaux de ruissellement. Donc, l'eau de pluie avec l'eau de ruissellement, avec des déchets compactés, ben c'est la pollution. Vous avez une lixiviation des déchets, l'eau passe à travers les déchets, il va causer un lessivage, ça veut dire que cette eau va être transportée par des éléments polluants et pathogènes. Et voilà, donc les déchets, on ne sait jamais quelle est leur composition. Donc, il y a des déchets organiques, donc il y a toujours bien sûr, on ne va pas faire l'enfouissement des déchets toxiques. Donc, pour les déchets dangereux, ils ne sont pas acceptés dans les décharges. Donc, ici, vous avez la fraction des déchets, donc les déchets ménagers, et la fraction des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers. Et vous avez aussi tout ce qui est carton, papier. Parfois, si on ne va pas faire le recyclage, on trouve aussi une fraction des déchets verts, ou bien les déchets verts en général, on les trouve aussi stockés dans la décharge. Alors là, vous avez de l'eau, vous avez un lessivage, donc cette eau, ou bien l'exiviation. Donc le lexivia, on l'appelle aussi le jus des déchets. C'est ça la nomination, mais il s'appelle le jus des déchets. Donc, il peut toujours s'infiltrer vers la nappe phréatique et contaminer l'environnement. Donc, ce n'est pas vraiment une solution écologique à ce niveau. Donc, on va voir par la suite quelles sont les solutions proposées. Mais à ce niveau, c'est loin d'être une solution écologique et durable. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque de développement de l'exivia. Alors, quels sont les déchets acceptés dans la décharge? Ce sont les déchets de matière sèche et plus l'eau, ça veut dire des déchets qui sont humides. Voilà, une fraction humide des déchets. Les déchets organiques, biodégradables, on parle par exemple des restes d'aliments, les restes de repas, les épluchures de légumes, de fruits, donc tous les déchets qui sont organiques, et les déchets minéraux, donc qui viennent de se composer à partir des déchets organiques. Alors, là où il y a de l'eau, il y a des composantes organiques et minérales, automatiquement, il y aura toujours une fermentation biologique anaérobique. Pourquoi anaérobique? Là, parce que quand je dis anaérobique, on a absence d'oxygène, parce qu'on a compacté les déchets, comme j'ai dit, et on a éliminé les vides, donc pas d'oxygène. Pourquoi une fermentation anaérobique biologique? Parce que l'eau, avec la matière organique, avec la matière minérale, c'est de la nourriture pour quelques types de micro-organismes. Alors, les microbes, voilà, donc les bactéries, ce sont des micro-organismes normalement qui ont besoin d'eau, tout simplement, qui ont besoin de composantes organiques et de composants minéraux pour se nourrir. Alors, les bonnes conditions de la biodégradation, quand je dis la fermentation, c'est une biodégradation. Ça veut dire que ces microbes et ces micro-organismes et ces bactéries surtout, ils vont décomposer les déchets. Ça, c'est le cycle de vie normal de la nature. Ils vont décomposer ces déchets. Du coup, on a quoi? On a l'optimisation du volume. Donc, le volume des déchets, il va diminuer. Du coup, on peut stocker
davantage d'autres quantités de déchets. Et en plus de ça, donc, on aura aussi la réintégration de ces éléments dans le sol. Donc, ce sont des éléments nutritifs. C'est pourquoi j'ai dit qu'on peut toujours mettre de la végétation. Donc, normalement, les arbres, la végétation, ils se nourrissent à partir de ces éléments. Alors, cette fermentation, bien sûr, elle est toujours accompagnée par des odeurs nauséabondes. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours des effets résiduaires et elle est accompagnée par la lixiviation, comme j'ai dit, et par la production de gaz. Alors, c'est principalement le CO2, le CH4 et bien sûr de la vapeur de l'eau avec une petite fraction. D'où provient ce gaz? C'est tout simplement le résultat de la respiration de ces micro-organismes. Ils sont vivants, ils consomment de la nourriture, ils décomposent ces déchets qui passent à travers leur système digestif et puis ils sont décomposés. Et par la suite, ils vont émettre des gaz tout simplement issus de leur respiration et de leur consommation de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un biogaz, on a la vapeur d'eau. D'où provient la vapeur d'eau? Tout simplement, il provient de la température dégagée par ces micro-organismes parce qu'ils sont vivants, ils consomment. C'est comme le corps humain, il va émettre toujours de la température tant qu'il est vivant. C'est la même chose pour ces micro-organismes et cette température, elle augmente la température du site d'enfouissement, ce qui fait nous avons la vaporisation de l'eau contenue dans les déchets. Alors ça, c'est la technique de la mise en décharge contrôlée. Et les effets négatifs, comme j'ai dit, c'est le gaz. Alors, c'est le CH4 et le CO2 quand même. Ce sont des gaz néfastes pour l'environnement. Vous avez aussi les, j'ai dit, donc les jus de déchets qui s'infiltrent. Et vous avez également les odeurs nauséabondes. Alors, à ce stade, la décharge contrôlée, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas encore contrôlée. Alors, d'où vient la nécessité, comme j'ai dit au début de la formation, de faire ce qu'on appelle la réhabilitation initiale du site. En quoi consiste cette réhabilitation initiale? Donc, vous avez déjà ici une définition de la lexivia. C'est le liquide toxique qui se forme lorsque l'eau s'infiltre dans les déchets d'une décharge et qu'il s'y charge de contaminants. Le biogaz, constitué de méthane et dioxyde de carbone, le méthane c'est le CH4, le dioxyde de carbone c'est le CO2, est généré par la décomposition anaérobie, j'insiste, en absence d'oxygène, de la matière organique contenue principalement dans les déchets ménagers et bien sûr les déchets industriels assimilés aux déchets ménagers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour que cette décharge soit contrôlée et soit, donc, il faut corriger les impacts résiduaires, alors il faut avoir un système de traitement des lixivias. Donc, ces lixivias, il faut les capter d'abord pour ne pas s'infiltrer vers le sol. Il faut les traiter, enlever toujours la fraction toxique. Alors, pour nous, on va parler un petit peu de traitement des lixivias, mais pour le groupe qui va suivre le traitement des eaux, on va voir en détail en quoi consiste ce traitement. Pour le biogaz, il faut le récupérer tout simplement parce que ce biogaz-là, c'est un gaz énergétique. Ça veut dire, en le laissant, en le captant, on va éviter d'abord la pollution de l'air, mais aussi on peut l'utiliser, on peut le valoriser pour produire de l'électricité, ou bien du gaz naturel, ou bien pour faire un chauffage. D'ailleurs, par exemple, au Canada, il y a toute une ville, pardon, c'est en Turquie plutôt, en Turquie, il y a toute une ville qui est alimentée par l'électricité et par donc l'eau chaude, juste en exploitant le biogaz d'une grande décharge contrôlée. Donc, les déchets, ce sont une source d'optimisation, une source de fortune. Bien sûr, c'est question de technique parce que, pardon, c'est question de faisabilité économique, c'est question de coût. Il faut investir pour tirer profit des déchets. Mais voilà, donc juste, je vous ai donné l'exemple pour savoir que c'est vraiment des quantités importantes qui sont générées. Maintenant, en quoi consiste cette mise,
Donc, voilà en quoi consiste cette réhabilitation initiale du site. D'abord, on va préparer la digue qui va recevoir les déchets par une imperméabilisation. Le casier, donc la digue, c'est le casier. Le fond de ce casier, il doit être imperméabilisé. Ça veut dire il ne doit pas laisser infiltrer les lixivias vers le sol. Alors là, vous avez le fond de notre casier, donc vers le sol. Vers le haut, qu'est-ce qu'on a? On a les déchets stockés. Donc, vers le haut, on stocke les déchets. Mais entre le fond et les déchets, on ne doit pas stocker les déchets directement sur le fond du casier. Il faut imperméabiliser. Donc, cette couche-là, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle en fait la couche d'imperméabilisation qui ne laisse pas s'infiltrer les lixivias. Donc, vous avez quoi? D'abord, en haut, vous avez une couche drainante de lixivia. Ça veut dire une couche qui laisse passer d'abord les lixivias pour les emmagasiner. Donc, on cherche de collecter les lixivias. Vous avez d'abord une couche drainante. Ça veut dire qu'il va collecter toutes les lixivias qui proviennent, comme j'ai dit, de l'eau de pluie, de l'eau de ruissellement. Par la suite, vous avez un système de collecte des lixivias. Ça, c'est une coupe transversale. Donc, vous avez un système de collecte des lixivias, un ensemble de tuyaux perforés à travers lesquels on va collecter donc, ces jus de déchets, ce liquide toxique. Alors, on va les collecter à travers ces tuyaux et ces tuyaux, ils vont pomper par la suite. Vers la fin, je vais vous envoyer quelques vidéos en fait explicatives qui sont dynamiques. Ça va vous donner directement comment ça se fait. Voilà. Donc, vous avez ces tuyaux. Ils vont collecter des lixivias qui vont être par la suite pompés vers des sites adjacents, des lagunes adjacentes dans lesquelles on va faire le traitement des lixivias comme le traitement des eaux usées industrielles. Vous avez par la suite, on ne sait jamais à travers ces tuyaux, même si on a collecté les lixivias, il peut toujours y avoir une fraction qui réussit à s'infiltrer. Alors, il faut la bloquer. Comment la bloquer? On utilise une géotextile anti-poinçonnement. Alors, c'est quoi la géotextile anti-poinçonnement? Tout simplement, c'est une forme de toile qui ne laisse pas passer et s'infiltrer les liquides. On l'utilise aussi dans le milieu du jardinage, dans le domaine du jardinage. Il ne laisse pas s'infiltrer les liquides et en plus de ça, il est anti-poinçonnement, ça veut dire qu'il ne se déchire pas facilement. Donc, c'est difficile de la déchirer. Alors, vous avez cette géotextile, mais encore une fois, donc vous voyez quoi? On a parlé au début des principes fondamentaux juridiques pour protéger l'environnement. Le principe précaution, prévention, pollueur-payeur, bien sûr, et correction. Là, on voit que à travers ces méthodes, on applique déjà, on respecte ces principes précaution, prévention. La prévention, c'est ça, c'est toutes ces techniques qu'on utilise. La précaution, c'est que si jamais cette géotextile anti-poinçonnement, même si il est anti-poinçonnement, il a été déchiré, il a laissé encore une fois s'infiltrer des lixivias vers le sol, alors il faut mettre une géomembrane. Alors la géomembrane, c'est en fait un filtre, mais un filtre qui est très fin, vraiment très fin, qui va donc bloquer l'accès des particules solides polluantes et aussi donc toute pollution possible. Donc, il va bloquer si jamais il y a une quantité de lexivia qui réussit à arriver jusqu'à la géomembrane, on va la capter à travers la géomembrane. Encore une fois, on va mettre une géotextile anti-poinçonnement et par la suite, on va mettre de l'argile compactée avant, bien sûr, d'arriver au fond du casier qui est le sol nu. Alors, cette argile compactée, on l'appelle la barrière active. Pourquoi la barrière active? Quand on dit quelque chose active, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes dedans. Donc, les micro-organismes ici, les bactéries et tout ça, si jamais
une particule polluante arrive à ce stade-là, il va être dégradé par donc, les micro-organismes et, voilà, qui composent ce milieu-là. Alors, une barrière active et puis une barrière passive qui est vraiment le sol nu. Alors, ici, avant, bien sûr, c'est le sol, mais quand même, on va mettre une matière, un matériau plutôt, qui présente une perméabilité de 10 à la puissance moins 6 sur 5 mètres. Quand je dis la perméabilité, ça veut dire la possibilité de laisser passer un liquide ou bien des particules fines. Vraiment, la perméabilité K, c'est très petite. C'est 10 à la puissance moins 6 sur 5 mètres. Ça veut dire tout simplement qu'il ne va pas laisser passer aucune trace qui a réussi d'arriver jusque-là. Il va être aussi bloqué à ce niveau. Donc, vous voyez qu'il faut protéger parce qu'on part de ressources en eau. Donc, on ne sait jamais est-ce qu'il y aura une infiltration vers la nappe phréatique ou pas. Et bien sûr, ici, vous avez le réseau de drainage des eaux qu'on cherche à protéger. Alors ça, c'est la technique en fait d'imperméabilisation du fond du casier. Alors, après l'étude d'impact dont je vous ai parlé, après l'étude hydrogéologique contenue dans l'étude d'impact, quand même, on va mettre aussi des couches comme ça, donc comme sur les photos de tout à l'heure, pour protéger le sol contre toute infiltration. Je vais revenir juste vers les photos. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on fait une réhabilitation. On fait... Et d'ailleurs, lorsque je vous ai parlé l'autre fois de l'incinération, et j'ai dit que parmi les restes de l'incinération, ce sont les cendres. Les cendres, par exemple, ils sont aussi utilisés pour réhabiliter, pour assurer l'imperméabilisation d'une décharge contrôlée. C'est une sorte d'exploitation et de valorisation de ce déchet. Alors, c'est ça, en gros, la technique de la mise en décharge contrôlée. Maintenant, c'est l'exivia. Qu'est-ce qu'on va faire par ces l'exivia? Ces l'exivia de décharge, ils vont être pompés vers une station de, comme j'ai dit, vers des lagunes qui sont adjacents. Donc, vous voyez ici qu'on va faire en fait le pompage des l'exivia vers des lieux qui sont consacrés à leur traitement. Comme j'ai dit, je vais vous envoyer quand même une petite vidéo explicative. Vous allez comprendre davantage d'une façon dynamique comment ça se fait. Alors, le traitement des lexivia, je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai dit qu'on va voir ça pour le groupe de la formation complète. On va voir ça au niveau du traitement des eaux usées. Quelles sont les options de traitement des lexivia en gros? Vous avez une possibilité de faire un traitement biologique. Ça veut dire encore une fois, ces lexivia, ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés de matière organique. Ça veut dire des éléments nutritifs pour les bactéries et pour les micro-organismes. Alors, on va introduire des bouts qui sont activés. Quand je dis activés, ça veut dire qu'ils contiennent toujours des micro-organismes ou bien ce qu'on appelle les lits bactériens. Et ce sont ces micro-organismes qui vont s'occuper de la dégradation, encore une fois, de la matière organique polluante contenue dans les lexivia. Et d'ailleurs, c'est aussi la technique qu'on utilise pour le traitement des eaux usées dans les stations d'épuration. Il y a aussi la possibilité de faire un traitement physique s'il y a des composantes qui sont grosses. Donc, on fait un dégrillage, donc des déchets qui sont de grande taille, ou bien si la pollution elle est vraiment fine, on peut utiliser l'ultrafiltration. Donc, c'est une sorte de filtration. Et en plus de ça, si les particules sont encore très fines, on fait le principe de l'osmose inverse. Sans entrer dans les détails, je vous donne juste les noms des techniques. Traitement physico-chimique, ça veut dire c'est un traitement qui se base sur des principes physiques. Donc, l'effet de la pesanteur, tout simplement, et l'effet du poids. Quand je parle de la décantation, je prends un grand décanteur dans lequel je mets les eaux usées ou bien les lexivia et je laisse la nature faire son effet. Ça veut dire que je les laisse tranquilles. Après un certain moment, sous l'effet physique, sous l'effet de la pesanteur,
vous aurez la matière polluante qui a une taille suffisamment, ou bien un diamètre suffisamment élevé. Il va se décanter vers le fond du décanteur. Sinon, on peut toujours trouver quelques particules qui restent dans les eaux d'une façon troublante. Alors, on peut rajouter des agents chimiques comme les coagulants et les flocculants pour favoriser la flottation de cette matière. Et puis, on va faire le raclage, on va racler donc la couche voilà, de la matière toxique qui flotte sur la surface de la lexivia. Par la suite, on peut faire aussi un traitement par adsorption, par charbon actif. Vous savez, le charbon actif, ça veut dire qu'il y a aussi des micro-organismes et il collecte, il absorbe la pollution. Alors là, tout simplement, cette technique aussi, on l'utilise dans les eaux potables pour traiter les eaux, pour aussi traiter les eaux usées et ainsi de suite. Et le traitement par évaporation, ça veut dire tout simplement, on va sécher les lexivia de l'eau ou bien la fraction humide, il va donc s'évaporer et le reste, ce sera donc les déchets toxiques et les polluants qu'on va éliminer par la suite. Donc, vous voyez les lexivia, comment ils se représentent déjà. Donc, ce sont des eaux vraiment saumâtres et ils sont très polluants. Donc, c'est pourquoi, en fait, on fait l'intérêt de les traiter au niveau des décharges contrôlées. Alors, on a parlé du premier effet négatif qui sont les lexivia. Maintenant, le biogaz. Qu'est-ce qu'on va faire par ce biogaz? Il faut le capter. Quand j'ai dit le biogaz, c'est le CH4 et le CH4 et le CO2. Alors, nous avons une technique de captage du biogaz au niveau de la décharge contrôlée. Ça veut dire que ça fait partie de la préparation du casier qui va accepter les déchets avant de les mettre dedans. Il faut mettre toujours un système de captage de biogaz. En quoi consiste ce système? Donc, vous avez tout simplement des tuyaux perforés qui vont capter en fait le biogaz à la sortie sous l'effet de la pression. Je vais vous expliquer par la suite ça, sous l'effet du gradient de la pression. Alors, nous avons ici toujours le fond du casier. Vous avez les drains des lexivia. Voilà donc les drains des lexivia, les couches de drainage, la géomembrane ou équivalent de la géomembrane. Vous avez les sols imperméables et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le système de captage et je vais l'expliquer dans la diapo suivante. Sinon, déjà, pourquoi le biogaz est capté? Pour des raisons. Pour réduire d'abord l'émission de gaz toxiques, pour réduire aussi la migration des gaz au sous-sol, parce que le gaz, normalement, a la tendance à se propager d'un milieu d'une grande pression vers un milieu d'une pression basse. Notamment, vous avez par exemple un ballon rempli en air. Lorsque je laisse partir, toujours l'air et la tendance de sortir. Pourquoi? Parce que dans la balle, vous avez la pression elle est élevée et vers l'atmosphère, vous avez une pression atmosphérique qui est au-dessous de la pression dans la balle. Donc, toujours les gaz, ils se propagent d'un milieu de grande pression vers un milieu de petite pression ou bien de pression plus basse. Alors, ils ont tendance à immigrer vers l'atmosphère et s'il n'y a pas la possibilité, dans un milieu clos par exemple, ils vont tout simplement s'infiltrer vers le sous-sol et ils vont causer aussi une intoxication et une pollution de l'eau. C'est aussi pour diminuer les odeurs, parce que le CH4, c'est le gaz responsable des odeurs nauséabondes dont on a parlé, et pour aussi trouver des solutions de valorisation énergétique. Alors, parfois, on capte le biogaz juste pour réduire ces nuisances dont j'ai parlé. Ici, on a la possibilité de faire la valorisation. Donc, on parle techniquement parlant et économiquement parlant. Alors, pourquoi pas le faire? Alors, je vais vous expliquer la technique du captage du biogaz, mais pas trop en détail parce que, comme j'ai dit, ce sont des données techniques. C'est un cours universitaire. Ça ne va pas rester une formation, mais je vous donne en fait quelques pistes
Et si vous êtes vraiment intéressé par une technique, vous pouvez donc approfondir vos informations en ce qui concerne cette technique. Je vois quand même qu'on est ici plutôt des industriels, ça veut dire la plupart aujourd'hui, ils s'intéressent à la gestion et tout ça, mais c'est très utile aussi de savoir ces techniques et d'approfondir et élargir vos informations par la suite, faisant des petites recherches. On ne sait jamais aujourd'hui, on est du côté générateur. Demain, on peut travailler dans une installation de décharge contrôlée ou bien autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ces décharges contrôlées, en fait, on peut l'assimiler à un biodigesteur. Alors, c'est quoi le biodigesteur? C'est un équipement qui travaille avec le même principe que la décharge. Sauf que cette fois-ci, le gaz, ce n'est pas un effet négatif, mais c'est ce qu'on cherche à élaborer. Donc, je vais utiliser le principe du biodigesteur juste pour vous expliquer le principe du captage du biogaz au niveau d'une décharge contrôlée. Alors là, nous avons le digesteur qui est cet équipement industriel. Vous avez, pardon, l'alimentation par les déchets. C'est quoi ça? Donc, vous avez votre biodigesteur. Il est alimenté par les déchets qu'on cherche en fait à fermenter en absence d'oxygène, parce que pour avoir un biogaz, il faut toujours faire l'opération en absence d'oxygène. Sinon, s'il y a l'oxygène, on va toujours faire une fermentation, une dégradation, une décomposition, mais on ne va pas produire le biogaz, on va produire le compost. Et je vais expliquer ça par la suite. Alors, vous avez le digesteur, on a une fermentation, on a les gaz. Alors, ces gaz, normalement, ils passent par ce tuyau-là. Voilà, je ne sais pas ce que c'est clair pour vous. Vous avez le CH4 avec 50 jusqu'à 80% de fraction. Vous avez le CO2 de 10 jusqu'à 40%. Et vous avez l'H2O, une petite fraction de 5%, et il ne nous intéresse pas déjà. Donc, vous avez ce biogaz, comme j'ai dit, le gradient de la pression, la différence de la pression. Donc, ce biogaz, normalement, lorsqu'il va sortir de ce tuyau, il a devant lui deux chemins. Le premier, c'est l'atmosphère, la pression atmosphérique. Le deuxième, c'est ce tuyau-là. Alors, ce tuyau, c'est quoi? Ce tuyau-là, il est lié à une pompe, donc une pompe, ce qu'on appelle une pompe à vide. La pompe à vide, il sert à créer une dépression. Ça veut dire à créer une pression au-dessous de la pression atmosphérique. Vous les trouverez par exemple dans les grands ouvrages, si vous avez déjà visité l'OCP, donc l'OCP, l'Office chérifien de phosphate, si vous l'avez déjà visité, il y a des grands appareils qui créent une dépression. Si jamais vous avez un trou au niveau de cet appareil, il risque de vous souffler dedans. Donc, tout simplement parce que il y a une grande dépression. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une grande dépression, mais plutôt une dépression suffisante selon des paramètres techniques que les ingénieurs vont calculer, qui vont faire le dimensionnement de l'équipement. Donc là, on va créer une dépression, ça veut dire dans ce tuyau-là, il y a une pression qui est plus petite que la pression de l'atmosphère. Alors, vous avez le gaz, il va sortir, il a devant lui deux chemins, mais lui, il favorise toujours où la pression elle est la plus basse. Donc, il ne va pas immigrer vers l'atmosphère, mais il va choisir ce chemin-là qui est le plus simple, donc qui est le chemin où la dépression est créée, ça veut dire que la pression elle est plus petite, et on va le pomper par la suite pour produire de la chaleur, ou bien de l'électricité, ou bien pour produire du biométhane. Si jamais, donc là, bien sûr, le biodigesteur, son but, c'est de produire le biogaz. Donc, le biogaz produit, bien sûr, il va être utilisé pour l'une des techniques de valorisation. Pardon. Mais dans le cadre de la décharge contrôlée, c'est un effet négatif. On peut toujours le capter et le valoriser, mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On le capte et on fait sa destruction dans des torchères, ça veut dire on va le mettre en feu tout simplement et on fait sa destruction pour éviter donc les nuisances.
Alors, les avantages de la mise en décharge contrôlée, ce sont des conditions, donc il propose des conditions favorables à la fermentation biologique rapide, parce que les déchets, normalement, lorsqu'on va les jeter dans la nature, les déchets biodégradables, pardon, après un certain moment, ils vont se dégrader dans la nature. Mais ça demande une durée de temps qui est importante. Ça demande parfois des années selon la quantité, en plus des nuisances dont on a parlé. Donc, dans la décharge contrôlée, la fermentation biologique, elle est plus rapide, donc elle est plus facile. Une élimination des risques d'envahissement par les rongeurs et les insectes et les oiseaux, une diminution des risques d'incendie, parce que ce gaz, il est capté, donc on va diminuer le risque d'incendie. Pas uniquement question de ce gaz qu'on va capter, mais surtout, lorsqu'on a des encombrants, il suffit de mettre une étincelle et vous avez la catastrophe. Donc, même cette quantité de déchets, il favorise l'incendie, bien sûr, en plus de la fermentation qui donne ce gaz donc, calorifique, des dégagements d'odeur et donc la pollution de l'air. Une diminution des risques de pollution des eaux et du sol, donc le traitement des lixiviats, et une amélioration esthétique vers la fin de vie de la décharge. On peut toujours améliorer le lieu et le réintégrer dans le paysage naturel. Ça, c'est en gros, bien sûr, la mise en décharge contrôlée. Maintenant, on a décidé d'éliminer les déchets en suivant une deuxième variante qui est l'incinération technique. Bien sûr, l'incinération contrôlée. Je ne parle pas de mettre le déchet en feu dans la nature directement en plein air parce que ça, c'est interdit dans la loi. Sinon, on parle d'un centre d'incinération technique bien équipé. Alors, vous avez les déchets. On fait une incinération, ça veut dire une destruction des déchets par le feu. Dans un incinérateur, ça veut dire un four équipé. Encore une fois, l'incinération, donc il y a des entrées, il y aura toujours des sorties. Nous avons la chaleur, donc c'est une réaction exothermique, ça veut dire émettrice de la température. Vous avez la production de fumée, alors ça c'est le premier effet négatif, et la production des cendres, c'est le deuxième effet négatif. Donc comme pour la décharge contrôlée, il faut corriger ça pour que ça soit une solution de plus ou moins écologique et respectante pour l'environnement. Donc, les impacts résiduels. Par exemple, pour ceux qui ont suivi l'étude d'impact, nous avons parlé de l'évaluation des impacts pour proposer des mesures de correction, mais j'ai dit aussi, j'ai signalé que ces mesures de correction, ils peuvent aussi avoir des impacts résiduaires qu'il faut aussi traiter. Alors, par exemple, si vous avez proposé dans l'étude d'impact d'incinérer les déchets dans un incinérateur, vous devez aussi faire l'évaluation de ces techniques. Parmi les impacts que vous allez trouver, c'est les fumées et les cendres. Donc, il faut aussi proposer des solutions pour ces deux impacts résiduaires. C'est une transformation des déchets en gaz, en chaleur et en matériaux inertes, qui sont les cendres. C'est une combustion, ça veut dire oxydation de la matière première par voie thermique, et c'est une réduction de volume, encore une fois, et de la masse des déchets. Donc, toujours, on réduit la nocivité, mais dans ce cas, on réduit surtout le volume et la masse, d'où donc la réduction aussi des coûts en relation avec l'occupation du sol et du terrain. Ce sont des réactions exothermiques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des réactions, mais quand même, parmi les fumées, on trouve le CO2, un gaz à effet de serre, on trouve de l'eau, la vapeur de l'eau, on trouve le dioxyde, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre qui sont aussi des gaz à effet de serre, d'où la nécessité de traiter ces fumées. Alors là, c'est le principe de fonctionnement d'une ligne d'incinération technique. Qu'est-ce qu'on a? On a les déchets qui vont être acceptés dans une fosse. Donc déjà là, vous voyez qu'on évite le contact entre l'être humain et entre aussi les déchets pour protéger aussi la santé de l'être humain. Donc nous avons les déchets, ils vont être captés par des grappins et par la suite, on va alimenter le four d'incinération. Alors, on fait l'incinération dans le four. Bien sûr,
Normalement, il faut calculer le temps de séjour des déchets pour éviter une combustion qui est non complète. Donc, il faut toujours éviter les combustions non complètes des déchets. Pardon, parce qu'il y a des bruits. Voilà. Donc, vous avez donc les déchets qui vont être mis en feu. Par la suite, vous avez les cendres. Alors là, pour les cendres, on peut toujours faire un tri pour enlever la fraction valorisable, recyclable, comme les ferrailles. Donc, on peut toujours valoriser les ferrailles. Voilà. Et vous avez la partie dont j'ai parlé. Donc, les cendres, ce sont des cendres ils sont des inertes, donc ils ne contiennent pas des polluants. On peut toujours les utiliser comme technique de forme. Donc, pour les formes, par exemple, pour les décharges contrôlées dont j'ai parlé, aussi comme technique voilà, donc routière pour les routes et ainsi de suite. Là, les gaz, maintenant, comment ils vont être traités? Alors, je vais revenir, lorsqu'on va parler du traitement de gaz, je vais revenir vers ces techniques de traitement des fumées. Sinon, pour le moment, vous avez les gaz. D'abord, il faut éliminer l'effet thermique, ça veut dire la pollution thermique. Alors là, nous avons quoi? Nous avons une chaudière, ou bien un échangeur de chaleur. Les gaz vont passer à travers l'échangeur de chaleur. Il y aura un échange entre les gaz et entre un fluide qui est de température plus basse pour avoir un échange thermique. Et par la suite, vous aurez l'eau chaude. Par exemple, on va faire passer de l'eau froide. L'eau va capter la température des gaz. Donc, il va être une eau chaude qu'on va utiliser, par exemple, la vapeur de l'eau. On va suivre, on va l'utiliser pour un réseau de chaleur, pour chauffer par exemple les sanitaires, pour produire l'électricité, faire tourner une turbine pour produire l'électricité. Donc, on peut toujours récupérer l'énergie thermique contenue dans les gaz. Sinon, vous avez les gaz maintenant, ils sont froides. Vous avez ici quelques en fait, particules solides en suspension qui vont se décomposer, qui vont se décompter sous l'effet de la température et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les réfiums. Alors, les réfiums, je vais parler de ça par la suite. Vous avez ces gaz, ils vont passer à travers un filtre à gaz, notamment ce qu'on appelle un absorbeur ou bien un filtre à manche. Vous pouvez aussi utiliser un filtre électrostatique, ça dépend de la technique que vous avez choisie. Donc, vous avez les gaz, ils passent par le filtre à manche. Donc, vous avez une autre quantité de réfium. Alors, ces réfiums, ils vont être par la suite évacués. Ce sont des déchets toxiques. Contrairement aux cendres, ce sont des déchets qui contiennent de la pollution. C'est la pollution, c'est toute la pollution contenue dans les gaz. Alors, ces réfiums, ils doivent être stockés dans des récipients étanches et bien sûr, à l'abri de toute contamination possible de l'environnement. Alors, vous avez les gaz qui passent à travers le filtre. Ils vont être aussi, ils vont passer aussi à travers un catalyseur, donc un laveur de gaz. Donc, pour ces techniques en détail, on va les voir dans la partie traitement des gaz. Pour enlever, encore une fois, toute trace, bien sûr, de pollution. Et voilà les gaz évacués vers l'atmosphère à travers les cheminées. Donc ça, c'est la technique de fonctionnement, c'est le procédé de fonctionnement d'une station d'incinération contrôlée. Alors, vous avez la valorisation énergétique et vous avez aussi, d'abord, ce qu'on a vu, ce sont des techniques d'élimination. Maintenant, c'est une technique de valorisation et surtout de valorisation en matière. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais quand même, je vais vous donner des idées pour comprendre la totalité de la technique. Alors, le compostage, normalement, depuis toujours, nous avons dans le domaine de l'agriculture le recyclage direct de la matière organique sans traitement comme fertilisant pour le sol.
donc les épluchures de légumes, les excréments des animaux, et ainsi de suite, les lisiers, les fumiers. On les utilise déjà depuis l'Antiquité pour augmenter et favoriser la fertilité du sol, destiné bien sûr aux activités d'agriculture. Alors, ce recyclage direct, il représente des risques de toxicité, des risques d'odeur nauséabonde et de polluants. C'est pourquoi l'homme a pensé au procédé de compostage, ça veut dire production d'un compost qui est un produit hygiénisé, stable, biologiquement stable, ça veut dire il ne comporte pas des micro-organismes, alors que là, on est toujours, le recyclage direct, on est toujours dans une phase voilà, qui représente un risque, parce qu'il y a toujours la fermentation, il est toujours en cours voilà, d'activité. Sinon, pour le compost, on va attendre jusqu'à la stabilité totale de la matière et ce produit généré, il va être utilisé comme fertilisant bio pour le sol. Bien sûr, il y a des fertilisants à base chimique, comme les fertilisants issus du phosphate, mais ça, c'est une solution qui est bio et qui n'a pas d'effet négatif sur l'environnement. Alors, c'est aussi un procédé avec des entrées, une transformation et des sorties. Quelles sont les entrées? La matière organique fraîche, toujours les déchets ménagers et les déchets assimilés aux déchets ménagers. L'air, bien sûr. Donc là, contrairement à la décharge contrôlée et la biométhanisation, c'est une fermentation en présence de l'oxygène. Les micro-organismes, ils sont de deux types. Il y a des micro-organismes aérobiques qui aiment l'oxygène, qui consomment l'oxygène. Il y a des micro-organismes anaérobiques voilà, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Alors là, vous avez cette fermentation. Si jamais il n'y a pas d'oxygène, je vais tomber dans une biométhanisation et je vais produire le méthane et ce n'est pas mon objectif. Et bien sûr, l'H2O, l'eau, l'humidité, elle est très importante pour favoriser la fermentation. Quelle est la transformation faite? C'est toujours un métabolisme microbien. Ça veut dire que c'est toujours des micro-organismes qui vont se nourrir des déchets et qui vont décomposer petites particules à travers leur système digestif. Donc, c'est une décomposition ou bien un métabolisme microbien par l'action des bactéries, des champignons, des moisissures, des levures et ainsi de suite. Comme élément de sortie, nous avons le compost, qui est bien sûr le produit qu'on cherche à produire à la base. Vous avez un gaz carbonique, le CO2 et la vapeur d'eau, mais ce n'est pas une quantité qui est très importante, donc ça ne nécessite pas un traitement de gaz. Et puis, vous avez de la chaleur, bien sûr, sous l'effet de ce métabolisme, vous avez toujours un dégagement de la chaleur. Encore une fois, c'est une opération biologique exothermique. Alors, le compostage correspond à une transformation des matières fermentescibles par des micro-organismes en présence d'oxygène et d'eau. Il en résulte un dégagement de gaz carbonique et la minéralisation d'une partie de la matière organique. Donc, cette matière organique, elle est décomposée en matière minérale et on sait que les matières minérales, ils sont nécessaires pour nourrir les plantes et les arbres et la végétation et voilà. Donc, c'est la source d'alimentation des espèces floristiques. C'est pourquoi, en fait, on parle d'un fertilisant pour le sol qui augmente la fertilité du sol en termes de matière minérale. C'est une stabilisation du déchet pour réduire les pollutions et les nuisances associées à son évolution biologique. Donc là, nous avons un compost, ça veut dire les déchets déjà, on a passé d'un grand volume encore une autre fois vers un petit volume. Et aussi, ce compost-là, il est inodore. Aucune odeur nauséabonde associée à ce compost. Donc, c'est ça la stabilisation. Parce que lorsque j'utilise directement les déchets comme fertilisant pour le sol, déjà, ça va prendre beaucoup de temps pour la décomposition.
Et aussi, c'est une utilisation alors que la matière elle est toujours active par des micro-organismes, ce qui va causer en fait ces odeurs qu'on ne peut pas supporter. Alors cette stabilisation, elle est très importante pour protéger la santé humaine et pour protéger aussi l'environnement. Voilà la réduction du volume ou bien de la masse des déchets, production d'un compost valorisable comme amendement organique des sols. Il y a des entreprises vraiment qui sont spécialisées dans le compostage et qui font la production du compost comme un produit emballé et ils font la vente sur le marché juste en exploitant les déchets. Notamment au Maroc, nous avons, je pense, la société Biodome. La société Biodome, c'est une société créée par une jeune Marocaine qui fait la production des amendements et des fertilisants de sol bio en utilisant juste les déchets ménagers et assimilés. Alors là, les phases techniques du compostage, je vais vous donner en gros quelles sont les phases techniques du compostage et pour ne pas vous casser la tête avec des données techniques, mais si toujours vous êtes intéressé, il y a une personne qui est intéressée par le côté technique, vous pouvez me contacter par la suite par WhatsApp, juste pour respecter en fait le temps et aussi la thématique de notre formation. Alors la première phase, c'est la phase fermentation. La première grande phase, c'est la phase fermentation. Il contient aussi des petites phases. Et puis, vous avez la deuxième phase, c'est la maturation du compost. Alors, la fermentation, ça commence par une phase mésophile, une phase thermophile et puis une phase de refroidissement. Alors, quand je dis mésophile, je parle des micro-organismes existants dans le compost en ce moment. Ce sont des micro-organismes qui n'aiment pas la température. Quand je dis mésophile, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la température. Donc, ils vivent surtout dans des températures modérées. Alors, selon l'existence de ces bactéries, je peux savoir dans quelle phase je suis. Alors, je commence par la phase mésophile, la phase A. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase? Alors là, vous avez vos déchets. Normalement, ça, on le fait dans des biodigesteurs, encore une fois, mais des biodigesteurs avec apport en oxygène. Pour les biodigesteurs de la méthanisation, c'est sans apport d'oxygène. Et là, par contre, on doit donner de l'oxygène. Ces micro-organismes mésophiles, ça veut dire qu'ils vivent dans des températures modérées, entre 30 jusqu'à 45 degrés C. Qu'est-ce qui se passe dans le tas des déchets? D'abord, on a une forte activité des micro-organismes parce qu'ils viennent de découvrir une source d'alimentation. Donc, ils ont une forte activité, une forte consommation d'oxygène pour respirer, une augmentation rapide de la température, donc la température du tas commence à augmenter. D'ailleurs, les personnes qui travaillent dans des installations de compostage, pour savoir dans quelle phase parmi ces phases on est, ils font un contrôle de l'acidité et un contrôle de la température. Donc là, la température commence à augmenter sous l'effet, bien sûr, de cette dégradation. Le tas commence à s'acidifier. Pourquoi? Parce que il y a des acides qui en résultent de cette opération, sans entrer dans les détails. Normalement, la durée de cette phase mésophile, c'est quelques jours, allant de 7 jusqu'à 10 jours. La température s'élève jusqu'à un certain moment. Les mésophiles, ils vont mourir tout simplement parce qu'ils vivent dans des températures modérées. Par contre, d'autres micro-organismes vont apparaître, ce sont les thermophiles. Ils sont thermorésistants, du coup, ils peuvent résister à la température, ils peuvent résister, donc ils peuvent vivre dans une température entre 50 degrés C et bien sûr 70 degrés C. Alors, 70 degrés C, c'est le maximum. C'est thermophile. Pourquoi donc la température elle est élevée sans apport d'énergie externe? C'est juste l'effet de la dégradation de la matière. Alors, si je prends par exemple la température et je me trouve dans cette marge, je connais directement que je suis dans la phase thermophile et
donc, n'est pas encore, le processus n'est pas encore terminé et que mon compost n'est pas encore prêt pour qu'il soit mûr et par la suite commercialisé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une digestion vraiment rapide des déchets par les micro-organismes. Donc, on commence à voir à l'œil nu la réduction du volume du tas. Donc, le volume commence à se réduire et on a le dégagement de CO2. Donc, on commence à voir de grandes quantités de CO2 et l'évaporation de l'eau, le séchage de notre compost sous l'effet de l'élévation de la température. Donc, il faut toujours faire des apports en eau pour que le processus se continue jusqu'à la fin. La durée de cette phase, c'est allant à partir du 11e jour jusqu'à 3 semaines ou bien 4 semaines. Donc, après 4 semaines, qu'est-ce qui va se dérouler? C'est que la décomposition, elle est terminée. Donc, vous avez ces micro-organismes, ils ont tout consommé, il n'y a aucune nourriture, donc ils vont commencer à mourir tout simplement, encore une fois, et on commence à voir que la température va diminuer. On est dans la phase refroidissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à manger pour les micro-organismes, ils ne vont pas dégager la chaleur, donc la température redescend progressivement et parfois même d'une façon qui est très vite, ça dépend. La quantité de la matière dégradable diminue, donc on n'a plus des déchets solides, mais on a une matière qui est fine et qui est granulée. Donc on a plutôt un granulat qui est le compost. Ralentissement de l'activité microbienne, les organismes de grande taille commencent à apparaître comme les vers de compost. Le matériau tend à se stabiliser. Ça veut dire les odeurs commencent à disparaître, les micro-organismes commencent à disparaître, même les organismes de grande taille vont disparaître après un certain temps et les odeurs diminuent. Là, on a une chute brusque ou bien progressive, ça dépend de la température, jusqu'à 45 degrés C. Donc, le tas commence à se refroidir. Alors là, si je prends les paramètres et je vois que la température est diminuée et que l'acidité donc atteint un certain niveau, je peux dire que mon compost il est maintenant stable, mais je dois passer par la phase maturation. C'est quoi la phase maturation? C'est tout simplement, on n'a plus de variation de volume parce qu'il n'y a rien à manger pour les micro-organismes. La formation de l'humus, donc on commence le processus de l'humification. L'humus, c'est vraiment la matière riche en composants minéraux que les plantes consomment. Donc, pour simplifier la vie, l'humus, lorsque vous avez des feuilles d'arbres qui tombent, après un certain moment, elles vont se dégrader, et vous avez un composé comme le sol. C'est l'humus, tout simplement. Faible variation de volume parce qu'il n'y a rien encore le volume aussi, il se stabilise. C'est à partir de 3 semaines, la température presque ambiante. Alors, cette phase de maturation, on donne du temps pour le compost pour s'hygiéniser, donc il va devenir vraiment hygiène. On va le laisser sous l'effet du soleil pour supprimer toutes les odeurs nauséabondes qui peuvent exister vers la fin. Et vous avez donc un compost qui est mûr. De plus, le temps de maturation est grand, de plus, le compost est de bonne qualité. Ça, c'est juste un diagramme en fait qui explique les étapes que je viens de vous expliquer. La phase mésophile, vous avez la dégradation de la matière première, donc l'augmentation de la température. Vous avez la phase thermophile, ça veut dire la température atteint son pic. Par la suite, il n'y a rien à manger, donc la température commence à diminuer, on est dans la phase refroidissement. Et puis la température se stabilise vers la température ambiante. Vous voyez que c'est au-dessous de 25 degrés C. Et on a la stabilisation de la matière première, ça c'est la phase maturation. Et la phase maturation, vraiment, il n'a pas de fin. Vous pouvez laisser le compost la durée de temps que vous voulez.
Et comme j'ai dit, de plus le compost est mature et mûr, de plus donc il est de bonne qualité. Les procédés de compostage rapidement. Pour les agriculteurs, ils utilisent le compostage en ondin à l'air libre. Il est presque naturel et il est lent. Vous avez aussi le compostage sous les hangars. Donc, vous avez des grands hangars dans lesquels le compostage avec apport d'eau et d'oxygène. Mais aujourd'hui, nous avons dans le domaine industriel le compostage dans des bioréacteurs ou bien ce qu'on appelle aussi donc les biodigesteurs. C'est un compostage accéléré. Ça veut dire qu'il est favorisé par les industries. Les étapes techniques du compostage. Alors là, vous avez la réception des déchets. Vous avez la fosse de réception. Vous avez toujours des grappins de reprise. Donc, on limite toujours le contact avec l'être humain. Tout est automatisé. Voilà. Vous avez ici une bande transporteuse comportant un premier tri éventuel des monstres. Donc, même si les déchets à la base, ils ont été triés en interne, mais quand même, le principe de précaution, il vous dit qu'il faut toujours s'assurer du tri. Bien sûr, pour ne pas, quand je dis des monstres, ça veut dire des déchets qui ne sont pas que notre broyeur ne peut pas broyer en fait. Les grands déchets, donc qui sont vraiment solides, comme par exemple les métaux et ainsi de suite, qui peuvent causer des pannes pour le broyeur. Donc c'est aussi pour protéger les ouvrages. Donc on a ici un premier tri, puis la bande transporteuse transporte les déchets vers un broyeur. Donc quand je dis un broyeur, donc c'est pour diminuer la taille des déchets. Donc, la surface de contact entre les micro-organismes et entre les déchets va augmenter. Imaginez que, voilà, un grand déchet avec des micro-organismes, ça va prendre beaucoup de temps pour se dégrader. Mais si j'aide le processus de dégradation déjà à travers un broyage, ça veut dire que je vais accélérer le procédé de compostage. Ici, vous avez, si jamais vous avez raté un monstre ici et qu'il a passé à travers le broyeur, on va l'éliminer. Donc, évacuation des monstres non broyés. Par la suite, vous avez un tri magnétique des ordures broyées. Ça veut dire le principe toujours de précaution et de prévention. Parce que ça, c'est un procédé pour faire un compostage. C'est un produit qu'on va vendre, qu'on va commercialiser. Donc, il faut qu'il soit de bonne qualité. Donc, si on fait un autre tri magnétique pour enlever les ferrailles, voilà l'évacuation des ferrailles. Les ferrailles, par exemple, on peut les confier à une entreprise qui fait le recyclage. Alors là, on va mettre les déchets dans notre bioréacteur ou bien biodigesteur. C'est une tour au tambour de compostage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les déchets et on a donc des rampes d'humidification parce qu'avec l'élévation de la température, l'eau s'évaporise, donc il faut toujours donner de l'eau. Bien sûr, ça, c'est les quantités d'eau et tout ça, donc il faut tout calculer. Même le temps de séjour des déchets il doit être calculé. Et ça, c'est la génie des procédés. On n'est pas intéressé pour le moment par ces techniques et tout ça. L'essentiel, par la suite, après les phases dont je vous ai parlé, la phase mésophile, thermophile et ainsi de suite, refroidissement, on va jusqu'à la phase refroidissement. On a notre compost qu'on va passer à travers des cribles donc pour cribler notre produit et éliminer donc les particules qui ne sont pas utilisables. Donc, évacuation des refus de compostage. Ça veut dire après, lorsqu'on va faire le criblage, on va éliminer les refus. Ça veut dire les produits qui ne sont pas compostés. Voilà, donc ils refusent le compostage. On a ici l'évacuation de notre compostage vers l'air ambiante sous le soleil pour mûrissement, donc pour qu'il soit mûr. Donc c'est la phase maturation. Et par la suite, vous avez l'incinération des refus de compostage.
Alors, pour les refus de compostage, on peut leur faire l'incinération dans un incinérateur comme celui, donc, selon les procédés que je viens de vous montrer. Sinon, vous pouvez toujours les utiliser, les confiner dans une décharge contrôlée, ou bien aussi, vous pouvez, les utiliser pour faire la biométhanisation. Les paramètres qu'il faut contrôler durant une opération de compostage, c'est la température, bien sûr. Ça vous permet de savoir dans quelle étape on est. D'ailleurs, le compostage, c'est une technique qui est très ancienne. Même, par exemple, dans les maisons, dans les ménages, si on a un jardin, toujours faire le compostage. Voilà, donc pour utiliser des amendements pour le sol du jardinage. Donc, ce n'est pas une technique extraordinaire. On contrôle la température, ça nous donne une idée sur la qualité du compostage et sur aussi les phases du compostage, la teneur en eau, parce que si on a besoin d'eau, il faut le rajouter. L'air de ventilation, là, c'est l'intérieur de votre composteur ou bien biodigesteur. Vous avez ici, donc, voilà, donc des hélices qui tournent pour assurer l'homogénéisation des déchets et aussi pour assurer l'apport en air, la ventilation. Voilà. Le pH pour contrôler l'acidité de votre compost, parce que si le compost est très acide, ça veut dire qu'on a besoin d'oxygène et qu'au lieu de faire un compostage, on est tombé dans un cas de biométhanisation et ça, on ne le veut pas. Sinon, j'ai parlé tout à l'heure de la décharge contrôlée, j'ai parlé de la biométhanisation dans une décharge contrôlée, mais comme j'ai dit, parfois, ce gaz-là, ce n'est pas un effet secondaire, mais c'est l'objectif. Et d'ailleurs plutôt, il y a des processus et des procédés spécialisés dans la biométhanisation. Le compostage, donc, c'est une dégradation de la matière organique en présence d'oxygène, ça veut dire une digestion aérobiose qui va donner naissance à un compost, plus chaleur, plus CO2. Quant à la biométhanisation, que ce soit dans une décharge ou bien dans un équipement spécialisé, qui est le biodigesteur, on a toujours une dégradation de la matière première, de la matière organique en absence d'oxygène cette fois-ci. Donc là, en présence, là, en absence d'oxygène, une digestion anaérobiose qui va donner naissance au méthane, CH4, le CO2, le dioxyde de carbone, et ça, c'est ce que j'appelle le biogaz. C'est 60% du méthane et 40% de CO2. Donc ça, c'est le biogaz qu'on peut utiliser par la suite, le nettoyer pour produire un gaz naturel ou bien l'utiliser directement pour produire l'électricité ou bien pour aussi chauffer de l'eau. Et vous avez un dégista, ça veut dire cette fraction solide, de déchets solides qui restent. Alors, ce dégista, on peut toujours l'utiliser pour le compostage. Mais bien sûr, on doit le mélanger avec d'autres déchets parce que le digesta tout seul, ça ne va pas produire un compost de qualité. Mais on peut toujours mélanger le digesta avec d'autres déchets et faire un procédé de compostage et coupler entre ces deux techniques utiles pour l'environnement. Alors, un biodigesteur, ça peut être un équipement, mais ça peut être aussi une digestion, ou bien plutôt une décomposition sous forme de fosse. Donc, on va utiliser une fosse comme un petit site d'enfouissement technique, mais cette fois-ci ne sera pas ouvert à l'air libre, donc il faut bien sûr mettre un couvercle. Sinon, on peut toujours utiliser le biodigesteur comme celui que je viens de vous montrer. Alors, le bioréacteur, bien le biodigesteur, avec apport d'oxygène, donne le compost, sans apport d'oxygène, donne le biogaz. Alors là, vous avez l'entrée de la matière organique, vous avez une fosse semi-enterrée, vous avez toujours la fermentation sous l'action des bactéries, un mélangeur pour faciliter l'action,
et pour aussi homogénéiser et donner de l'oxygène, vous avez, pardon, là, sans oxygène. Donc, pour plutôt mélanger, captation de biogaz selon le principe de gradient de pression dont je vous ai parlé, une membrane souple et vous avez la récupération du dégistat qui est la fraction solide restante. Quels sont les déchets acceptés pour cette technique? Ce sont les déchets organiques, les ordures ménagères, les déchets verts, les déchets des boues d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou bien aussi la partie, ou bien la fraction assimilée aux déchets ménagers dans l'industrie. Voilà, donc c'est ce que je viens de mentionner en fait. Donc, vous avez par exemple les déchets ménagers, fraction fermentescible des déchets ménagers, les plantes, gazons, déchets de fruits et de légumes, restes de repas, les sous-produits donc de l'assainissement urbain, donc les boues d'épuration, les refus de dégrillage, ce sont des déchets qu'on va voir par la suite, ou bien plutôt, c'est une technique qu'on va voir par la suite lorsqu'on va parler des eaux usées. Les déchets agricoles, les résidus de grande culture, les pailles et les refus, et les déjections animales, les excréments, fumier, lisiers et ainsi de suite. Comme pour le compostage, bien sûr, on trouve aussi des déchets industriels, les biodéchets industriels, notamment les déchets de restauration, la fraction fermentescible des déchets industriels banals résiduels, part restante après le tri des emballages et divers recyclables, les boues et les effluents des industries agroalimentaires, les déchets de processus des industries de transformation de matières végétales et animales, comme les conserveries de poissons et ainsi de suite. Donc, c'est toujours une solution pour ce type d'industrie. Vous pouvez faire vous-même une biométhanisation si vraiment l'industrie a des moyens et le gaz produit, l'entreprise peut l'utiliser pour produire l'électricité ou bien chauffer les locaux et l'eau sanitaire. Bien aussi pour produire de la vapeur d'eau qu'on peut utiliser dans les process. Donc, voilà, donc les fluides sous pression, haute pression, pardon. Alors, la technique de la biométhanisation, en gros, quelles sont les étapes de ce procédé? D'abord, la préparation mécanique des déchets. Ça veut dire on fait un broyage grossier des déchets, encore une fois pour faciliter la dégradation. Puis on fait un broyage fin des déchets, un criblage et tamisage pour enlever les refus, et puis l'humidification pour faciliter la fermentation. La deuxième étape, c'est la digestion anaérobie en absence d'oxygène. Alors là, vraiment, des étapes qui sont purement techniques. Moi, je vais vous donner juste l'essentiel. Une phase d'hydrolyse, donc vous avez la décomposition par l'eau. Donc les déchets commencent à se décomposer sous l'effet de l'eau. Par la suite, l'acidogénèse. L'acidogénèse, donc il y a des réactions chimiques qui se déroulent. Et puis, on a donc la production des acides. C'est pourquoi je vous ai dit, si on commence à voir que le tas de compost s'acidifie d'une façon qui est très importante, ça veut dire qu'on a besoin d'oxygène. Parce qu'en absence d'oxygène, c'est ce qui arrive. Donc, une étape d'acidogénèse. L'acétogénèse, donc on commence à voir l'acétone et par la suite, plutôt l'acétate, la méthanogénèse, ça veut dire la production des méthanes. Et ce qu'on cherche nous, le méthane qui va être couplé au CO2 et qui va donner naissance au gaz, bien sûr, naturel. Ce n'est pas le gaz naturel, mais plutôt, donc, voilà, au biométhane. Pour produire normalement le gaz naturel, le biométhane, il doit être nettoyé. Et ça nécessite un investissement et c'est coûteux. Ce sont des techniques coûteuses. C'est pourquoi, généralement, dans les stations de biométhanisation, ben pour les décharges contrôlées, on peut toujours faire la même chose. Mais si on n'a pas des bonnes techniques, on n'a pas le coût nécessaire, on peut toujours, comme j'ai dit, détruire le biométhane à travers des torchères.
Mais au niveau de la biométhanisation ciblée, bien sûr, quand on cherche ce biométhane, on ne va pas le détruire tout simplement. Donc, on va l'utiliser, que ce soit à la production d'électricité. Donc, le biométhane, il va faire quoi? Il va chauffer de l'eau. Cette eau va se transformer en vapeur, tourner des turbines et on va produire l'électricité. Sinon, il va tout simplement être nettoyé, mais ça nécessite de l'argent. Et par la suite, donner naissance à un gaz naturel qu'on utilise pour la cuisson et pour d'autres pratiques. Et par la suite, vous pouvez aussi utiliser le biométhane pour chauffer les locaux et pour chauffer l'eau sanitaire. Alors, brièvement, pour ne pas vous casser la tête avec ces données techniques, nous avons la matière organique insoluble. On va rajouter de l'eau, ça veut dire on va causer l'hydrolyse. Cette fois-ci, on a une matière organique qui est soluble dans l'eau grâce à l'hydrolyse. L'acidogénèse, ça veut dire qu'on a la composition des acides gras volatiles. L'acétogénèse, ça donne l'acétate avec le CO2. Et l'acétate, ça donne naissance à une méthanogénèse, donc le CH4 plus le CO2. En gros, bien sûr. L'acide gras volatile, donc voilà, c'est la même chose. Donc vous avez la méthagenèse, la méthanogène, pardon. Les méthanogènes, ce sont des micro-organismes qui se retrouvent dans l'acétate et qui vont donner naissance au gaz CH4 et CO2. Sinon, nous avons une autre voie, ça veut dire l'utilisation de CO2 produit avec l'hydrogène, ce qui va donner naissance au CH4 plus l'H2O. Donc, nous avons deux voies chimiques, que ce soit l'acétate avec l'hydrogène, et ça donne le CH4 et le CO2. Sinon, c'est le CO2 avec l'hydrogène qui donne le CH4 et l'H2O. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas entrer en fait dans les détails voilà, de tout ce qui est réaction chimique, parce que si jamais vous êtes dans une installation de biométhanisation, vous devez connaître ces techniques par cœur. Ça veut dire avec les détails, tout ce qui est détails chimiques, tout ce qui est génie des procédés, tout ce qui est biologie. Mais pour le moment, donc, on est dans une formation continue. En gros, vous avez une idée sur chaque technique de valorisation de déchets. Vous pouvez toujours approfondir vos informations à la base de ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, l'utilité, comment valoriser le biogaz, comme j'ai dit, la production de l'énergie électrique jusqu'à cette opération et là, une efficacité allant jusqu'à 35%. Pour la production de la vapeur, une efficacité de 85% ou bien la production d'eau chaude à 90% à travers une chaudière à vapeur. Nettoyage et conversion en gaz naturel, donc ça nécessite un coût élevé, ou bien la cogénération. Ce qu'on appelle la cogénération, c'est à la fois produire l'électricité et produire de la chaleur pour chauffer l'eau et ainsi de suite. Donc, c'est la cogénération et c'est la technique utilisée, par exemple, dans des installations en France. Si vous avez déjà visité la France, vous pouvez visiter une station de biométhanisation. Donc, il y a des stations de biométhanisation. Vous pouvez voir des stations aussi de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur. Donc, normalement, les pays européens, ils sont très développés dans ces techniques de valorisation des déchets. Sinon, voilà donc pour le module de gestion des déchets solides. C'est, je pense, tout ce que un responsable environnemental dans le côté de la gestion doit savoir. Dans le côté de la technique, bien sûr, il faut déjà avoir une formation académique qui vous permettra de travailler dans un domaine technique. Sinon, pour un responsable environnemental qui s'occupera de l'ISO 14001, qui s'occupera de la gestion, déjà, les informations que nous avons vues, ils sont très suffisantes. Alors, concernant, s'il vous plaît, la documentation, je vais vous communiquer bien sûr le lien pour accéder aux documents que nous avons vus avec d'autres documents supplémentaires.
en plus du support de la formation pour les deux groupes. Concernant les attestations, alors, pour le groupe qui a fait juste la gestion des déchets, les attestations seront réalisées au cours de la semaine prochaine. Pour l'autre groupe, bien sûr, comme je vous ai expliqué, je vais attendre jusqu'à la fin de toute la formation et vous aurez toutes vos attestations une fois pour toutes à travers mail. Je vous remercie d'avoir assisté à la formation. Sinon, si vous avez des questions, je reste à l'écoute avant de clôturer. Donc, normalement, on a encore du temps. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser volontiers. Donc, je vous écoute. Oui,